Bonjour et bienvenue sur le deuxième plateau de Canal Pourpre consacré aux élections législatives 2012. Jean-Louis Bossavi sera à mes côtés pour animer donc cette deuxième partie d'émission. Vous avez vu dans le générique de présentation, il était question de 10 candidats. Il est bien entendu que Canal Pourpre a pris contact avec ces 10 candidats et à l'heure qu'il est, nous sommes surpris par l'absence de deux de ces candidats qui nous avaient laissé, qui nous avaient fait savoir qu'ils participeraient donc à ce débat. Donc, avant de vous présenter les candidats présents, je dois donc préciser première chose, c'est que les plateaux ont été composés en fonction de l'arrivée des réponses d'acceptation à cette émission. Et le hasard a fait que vous avez eu le premier plateau qui paraissait peut-être plus varié que ne l'est le second plateau, mais nous n'y pouvons rien. Hein, c'est la réactivité des candidats qui a fait que nous sommes organisés comme nous l'avons fait. Ça, c'est donc le premier point. Deuxième point, sur les 10 candidats, 2, peut-être un peu tardivement, ont eu quand même la courtoisie de nous faire savoir qu'ils privilégiaient aujourd'hui les rencontres sur le terrain plutôt qu'une émission sur une web télé, dont acte. Ça concerne M. Zaccaron et M. Dubois, le premier candidat du Front de gauche et le deuxième candidat du Front national. Par contre, nous sommes plus dubitatifs en ce qui concerne l'absence non annoncée de Madame Brigitte Allain, candidate Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, et de Madame Sabine Robert-Noyon au nom de l'Alliance écologiste indépendante. Voilà, c'est une mise au point qui s'imposait dans ces conditions-là, sauf s'ils arrivent en cours d'émission, nous le verrons. Mais par exemple, Madame Allain, qui a été mise en cause dans le premier plateau par rapport à sa position sur l'aéroport, dont elle semblerait souhaiter la fermeture et l'exportation des vins de la région à l'étranger, Madame Allain n'aura pas la possibilité donc de répondre à cette mise en cause. Donc avec nous, et je les remercie de leur présence, Madame Sandrine Ruchot, qui représente donc Lutte ouvrière dans la deuxième circonscription, et Monsieur Bernard Albrigo du nouveau parti anticapitaliste. Bonjour. Bon, on me dit qu'on va avoir sans doute de la visite, alors je sais pas, ça s'agite autour de moi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben Monsieur Catus, qui est en retard. Très bien, c'est pas un problème que vous soyez là, c'est bien. Nous avions compris que c'était Madame Allain qui était présente, mais apparemment elle n'est pas là. Hein, voilà. Donc, en tout cas du retard. Non, donc on va passer le micro directement. À moins qu'on puisse l'équiper. Non, mais sinon, c'est très bien comme ça. Bon, allez, vas-y. Voilà. Bien, bon, donc on va pouvoir commencer cette émission. Alors avant, je souhaiterais que Madame Ruchot se présente. Alors, nous faire votre âge, votre état civil, le lieu que vous habitez, bref, faire un peu connaissance avec vous. Je suis Sandrine Ruchot, j'ai 45 ans, je suis salariée technicienne en biotechnologie dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques en région parisienne. Voilà. Et vous habitez ? J'habite en région parisienne où je travaille. Très bien. Monsieur Bernard Albrigo. Alors, donc Bernard Albrigo, 55 ans, donc originaire d'Aimé, donc je suis domicilié depuis 35 ans dans le Bergeracois. Donc bon, je défends les couleurs du NPA et les couleurs humanistes, voilà. Monsieur Catus. Merci, et je tiens une nouvelle fois à m'excuser pour mon retard. Donc Christophe Catus, je suis responsable du Parti Socialiste à Bergerac depuis maintenant 8 ans et je constitue avec Madame Brigitte Allain un tandem soutenu officiellement par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et représentants locaux de la nouvelle majorité présidentielle.
Je suis un Bergeracois de toujours. Je suis né à Bergerac. J'ai suivi tout mon parcours scolaire à Bergerac. Je travaille à Bergerac et voilà, je suis donc responsable. Je suis entré au Parti socialiste en 1995 et depuis donc 8 ans, je suis responsable du PS. Et j'ai 40 ans. Merci bien. Bon, nous allons donc démarrer cette rencontre par une question à chacun, mais auquel on vous a demandé de répondre assez rapidement. Ensuite, nous rentrerons donc dans les thèmes proprement dits. Alors, Monsieur Catus, puisque vous venez donc d'arriver, il y a un problème qui a été soulevé tout à l'heure dans le plateau précédent par Madame Patry, et qui était relatif à une position que vous auriez prise, vous, Madame Alain, enfin bon, même chose, qui concernait un souhait ou qui envisage la fermeture de l'aéroport et d'autre part, plus que des réserves sur la vente des vins à l'exportation pour des raisons de taxe carbone, j'imagine. Voilà, donc est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire par rapport à ces deux sujets-là ? Je veux dire que Madame Patry a beaucoup d'imagination et que dans cette campagne, elle a tellement de mal à se situer politiquement qu'elle ne peut s'empêcher d'attaquer les autres. Donc voilà, c'est une technique comme les autres. Bon, on connaît un peu son parcours. Donc j'y répondrai bien volontiers. Il est pour nous, dans notre programme, inscrit en toutes lettres, nous souhaitons consolider l'aéroport de Bergerac. Parce que c'est un aéroport qui est un facteur de dynamisme économique, parce que c'est un aéroport qui amène énormément de passagers et aux alentours, il n'y a pas que Bergerac, et on a bien vu pendant les travaux, pendant la fermeture de la piste, que les commerçants, il leur tardait que les travaux soient finis pour effectivement retrouver de la clientèle, ce qui montre toute l'importance de l'aéroport pour le commerce à Bergerac. Donc, premier point, consolider l'aéroport de Bergerac. Second point, nous souhaitons au niveau national, cette fois-ci, qu'il y ait une législation qui encadre les compagnies low cost. Parce que effectivement, il faut qu'il y ait un encadrement à ce sujet. Il y a des dérives qui sont là et ce n'est plus possible. Donc niveau local, on consolide l'aéroport de Bergerac. Niveau national, on encadre la législation sur les low cost. Et dernier point, si je peux me permettre, sur l'aéroport. L'aéroport est géré par le SMAD, qui est donc dirigé par Serge Mériou, qui est le président du SMAD. Et or, Serge Mériou est sur notre comité de soutien. C'est un garçon tout à fait sensé, conseiller général à l'Inde, qui n'accepterait jamais de nous soutenir si nous souhaitions fermer l'aéroport. Donc, bon, voilà, je veux simplement dire que c'est un argument un peu bas. Voilà, merci. Très bien, merci Monsieur Catus. Pour une réponse rapide, évidemment, quand vous aurez plus de temps, ça risque d'être un véritable tunnel. J'ai eu une question, alors Madame Ruchot, est-ce que pour vous, cette candidature ici, j'imagine que c'est une candidature de témoignage, vous êtes à la découverte du Bergeracois, et est-ce qu'il est facile de faire campagne dans ces conditions-là ? Déjà, je suis déjà venue dans la région, j'ai déjà fait campagne, mais pas en tant que candidate, mais en soutien à des camarades qui se présentaient dans la région. Et puis de toute façon, ces élections sont des élections nationales. Les lois votées à l'Assemblée, c'est des lois qui s'appliquent à l'échelle du pays. Et notre campagne, nous, c'est d'aller à la rencontre des travailleurs. C'est un programme de lutte qu'on propose, de lutte de l'ensemble du monde de travail, pour répondre à des revendications vitales qui sont que tout le monde ait un travail et puisse en vivre. Oui. Et ça, ce type de problème, il se pose dans tout le pays. C'est pas un problème régional et c'est pas à l'Assemblée que ça se résoudra. C'est que face au grand patronat et face aux pressions des banques et des conseils d'administration des grandes entreprises, il faudra que le monde du travail reprenne le chemin des luttes collectives et se batte pour imposer ces revendications. Parce que c'est pas à l'Assemblée que les choses se changeront pour les travailleurs. Bien, je vous remercie.
Monsieur Albrigo, Oui. à travers une intervention récente dans le public du conseil municipal de Bergerac, est-ce qu'on peut en déduire que si par hasard vous n'étiez pas au deuxième tour de cette élection et que si Madame Patry y était, vous la soutiendriez? Je ne veux pas me prononcer à ce moment sur le second tour. Bien. Noël. Merci. Une précision concernant l'organisation du débat. Vous aurez à la fin chacun 3 minutes pour que vous utiliserez comme vous l'entendez pour dire ce que vous souhaitez dire qui n'aurait pas été dit pendant le débat. Monsieur Catu, je reviens par rapport à l'aéroport de Bergerac. Moi je lis sur votre programme et vous allez m'expliquer ce que ça veut dire parce que je ne comprends pas. C'est pour ça que je repose la question. Vous n'avez pas parlé non plus des vins à l'exportation. Oui, voilà. Et essayez d'être court aussi parce qu'il y aura problème après sur le partage du temps de parole. Vous avez écrit, enfin, votre programme précise que consolidons l'aéroport de Bergerac dans un cadre Grand Sud-Ouest. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ? C'est-à-dire qu'il faut un aménagement cohérent de la région. Je veux dire par là que par exemple sur la Dordogne, effectivement, il ne peut y avoir deux aéroports sur la Dordogne. Il faut qu'il y ait une complémentarité avec Bordeaux. Voilà, c'est une des façons de renforcer l'aéroport de Bergerac. Mais en aucun cas une concurrence avec Bordeaux. Ça vaut pour l'aéroport, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des aménagements, que ce soit ferroviaire ou pied. Il faut qu'il y ait une planification et qu'il y ait, une cohérence dans le maillage territorial. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Concernant l'exportation des vins, écoutez, là aussi, Madame Alain est viticultrice, et donc elle est tout à fait favorable, bien sûr, à l'exportation des vins. Je veux dire, c'est une hérésie de penser le contraire, mais ça fait partie des gentillesses d'une personne qui est un peu aux abois et qui ne sait plus quoi trouver comme argument, quoi. Je vous remercie. Bien, j'ai cru comprendre que nous avions une autre visite, non ? Non. Ah bon, très bien. Je pensais que... D'accord, très bien. Merci. Bon, bah écoute, Jean-Louis, on peut, alors, maintenant que vous avez répondu à notre petite curiosité, on peut donc aborder le premier sujet qui a été aussi abordé sur le premier plateau, c'est celui en fait de la dette. C'est vrai, il y a un discours orthodoxe. La dette, tout le monde doit se plier devant la dette, toutes les politiques doivent... je parle de discours orthodoxe, on est bien d'accord. On sait, c'est bien pour ça qu'on s'attend à autre chose que ce discours-là, au moins sur ce plateau. Et donc, on constate dans les pays qui sont actuellement les plus touchés par la crise, Grèce par exemple, Espagne, Islande, etc., qu'il y a une réaction de l'opinion publique importante face à cette tentative de politique d'austérité que souhaiterait mettre en place la fameuse Troïka, dont les FMI, BCE et Union européenne. Donc, politique d'austérité qui fait que, on sait que dans ce cas-là, c'est les populations les plus faibles qui font les frais de l'opération, et en face, ceux qui sont les plus nantis, eux, n'en souffrent pas beaucoup. Et à travers donc ce mouvement de refus d'austérité en Europe, commence à avancer l'idée d'un audit citoyen de la dette publique. C'est-à-dire, plutôt que laisser cette affaire-là uniquement entre les mains des technocrates, par exemple de Bruxelles, ou même des gouvernements ou de leur parlement, pourquoi est-ce qu'on mettrait sur le tapis le problème de la dette pour savoir, parce que c'est ça toute la question, qu'est-ce qui est légitime dans cette dette et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire lié aux problèmes de spéculation financière et autres cadeaux qui seraient faits comme on dit, aux capitalistes, pour parler court. Voilà, donc la question c'est
votre point de vue sur ce problème de la dette. Qu'est-ce qu'on fait de cette difficulté? À noter qu'aujourd'hui, alors que le AAA, tout ce qui était lié au problème de la dette, a nourri les derniers mois, c'est un problème dont on n'entend même plus parler. On se demande même si si les agences de notation n'ont pas perdu toute leur auréole, et qu'est-ce qui se passe, quoi. En termes de dette, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas aux travailleurs de la payer. De toute façon, je vois pas bien comment des travailleurs grecs, espagnols, français ou de quelques pays que ce soit pourraient donner plus, alors que déjà on diminue leur salaire un peu partout en Grèce et en Espagne, qu'on supprime des emplois. Cette dette, elle est le fait des banquiers, elle est le fait de grands capital, elle est le fait des financiers. C'est à eux de la payer, point. C'est pas aux travailleurs de payer cette crise. Non seulement avec l'endettement des États, on veut faire payer doublement la facture aux travailleurs. Dans un premier temps, c'est des plans de licenciement à l'appel dans les entreprises, c'est des suppressions d'emplois dans les services publics, et dans un deuxième temps, on devrait payer encore avec une politique d'austérité, avec des déremboursements de médicaments, avec dans la vie de tous les jours, des diminutions des services publics. Tout ça pour renflouer des banques, pour faire des cadeaux au grand patronat sous prétexte qu'ils sauveraient des emplois qu'ils n'ont jamais sauvés. Parce que de toute façon, le seul mot qu'ils ont à la bouche, c'est la diminution des coûts au prix d'emploi, au prix de la vie des travailleurs. Parce que nous, quand on perd notre emploi, on perd tout. On n'a plus rien pour vivre. Oui, donc en concernant la dette, pour moi la dette, déjà, il faudrait passer par l'effacement, tout simplement. C'est-à-dire on efface toute la dette. C'est la seule solution pour sauver la France, l'Europe et le monde entier à l'heure actuelle. On est sur une pente vraiment négative et tout. Donc l'employé de banque que je suis, que j'ai été, comme vous voulez, puisque je suis à l'invalidité, préconise tout simplement l'effacement complet de la dette. Je ne vois pas pourquoi ça serait, comme me le dit un camarade de lutte ouvrière, ça serait au bas peuple, aux classes moyennes, à payer pour ceux qui ont investi des milliards et des milliards, par exemple en Grèce, sur la spéculation, qui ont fait beaucoup de mal, qui ont tout détruit. Moi, je suis surpris quand même, à ce niveau-là, qu'on ne mette pas en avance les spéculateurs, les patrons du CAC 40, donc les patrons du CAC 40, enfin, de toutes les multinationales du monde, que ce soit en France, en Europe, comme sur le plan états-unien, ce sont ces gens-là qui sont allés investir des capitaux en Chine et ailleurs. Et aujourd'hui, nous payons le contre-coup, tout simplement. Je vous en prie. Oui, ça ne va pas vous étonner, mais je vais un petit peu, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le constat, concernant la croissance, effectivement, on nous faisait des leçons d'austérité. Le seul qui a osé prononcer le mot croissance pendant la campagne électorale, c'est François Hollande. On a un peu ri au départ en disant c'est pas du sérieux, et puis finalement on se rend compte que tout le monde est à peu près, à part peut-être un partenaire, et encore, est à peu près d'accord avec l'idée qu'il faut renouer avec la croissance. Et c'est ce que défend le gouvernement. L'économie ne peut marcher que sur deux jambes. Première jambe, la croissance. Deuxième jambe, la maîtrise des finances publiques. Et ça, c'est une condition sine qua non pour relancer notre économie. Et c'est ce à quoi va s'atteler, et a déjà commencé à s'atteler, ce nouveau gouvernement. Le message du Premier ministre a été extrêmement clair à ce sujet. Oui, allez-y, bien sûr. Oui, je tenais quand même à rajouter que quand on parle de difficultés, sur l'année passée, les entreprises du CAC 40 ont quand même dégagé 73 ou 74 milliards de bénéfices. Donc quand on parle de difficultés de l'économie, faut tout relativiser. Parce que les difficultés, c'est surtout les travailleurs. Parce que quand on est au SMIC ou moins, et qu'il faut payer son loyer et nourrir la famille avec tous les prix qui augmentent, la difficulté, elle est bien toujours du même côté. Et tout le monde doit avoir un travail et pouvoir en vivre. Les entreprises, tous ces gros groupes industriels doivent payer avec leurs profits le maintien des emplois.
Et alors que tous ces gros groupes industriels, ils continuent à restructurer, ils continuent à supprimer des emplois, toujours pour faire encore davantage de profit. Et ça c'est lamentable. Ça, c'est pas acceptable pour le monde du travail. Monsieur Albrigo. Oui, tout à fait. Je voulais rajouter quelque chose de très conséquent, de très important pour moi. Quand je vois que dans le Bergeracois, il y a 62% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, j'ai de quoi s'inquiéter quand même. Quand vous voyez que le seuil de pauvreté, il faut le rappeler, c'est 950 € par mois. Avec 950 € par mois, on ne va pas très loin. Mais quand je vois qu'en plus, il y a des gens qui ont 670 €, et du fait qu'ils ont 670 € n'ont plus droit à la CMU parce qu'ils dépassent de 30 €, alors moi, la première des propositions que je ferais si j'étais élu député, tout simplement, c'est de verser la CMU au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 950 €. Toute personne, tout citoyen, puisqu'on n'est pas capable de lui donner un emploi aujourd'hui, je suis désolé, la plus grande insécurité pour moi, c'est la santé. On devrait verser à ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui ont moins de 950 € par mois, devraient avoir droit d'office à la CMU. Monsieur Catus. Merci. Je partage tout à fait ce constat. C'est la raison pour laquelle un engagement de François Hollande, un des 60 engagements, est bien de pénaliser les entreprises du CAC 40 qui font des profits et qui les licencient. Et ça, c'est une législation qui va être mise en place dès que la nouvelle Assemblée sera constituée. Effectivement, c'est pas normal que les entreprises du CAC 40 ne soient pas taxées à ce niveau, alors que effectivement les petites et moyennes entreprises paient lourdement au niveau des taxes et des impôts. Donc ça, c'est vraiment une anomalie qui sera combattue par le nouveau gouvernement dès la nouvelle majorité mise en place. Concernant la santé, je partage entièrement ce qui a été dit concernant la santé, et concernant notre circonscription, on aura l'occasion d'y revenir sûrement, mais il faut absolument mettre en œuvre des outils pour lutter contre la désertification de la santé et des milieux ruraux, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, donc les problèmes sont évidemment liés. Oui, je voulais dire, est-ce que quand j'entends M. Catus dire que François Hollande va prendre un certain nombre de dispositions, je suppose que lutte ouvrière ou le NPA, ça doit quand même vous satisfaire. Non, parce que de toute façon, pénaliser le grand patronat qui dégage les grandes entreprises, qui dégagent des bénéfices, c'est pas imposer l'interdiction des licenciements. Et ça, c'est pas à l'Assemblée que ça pourra se faire. Ça, c'est la pression collective du monde du travail. Parce que imposer à des patrons ou imposer qu'ils aient plus de stock options, ou qu'ils aient plus, ça donne pas du travail aux gens, ça. Ça, c'est normal, parce que de toute façon, c'est carrément, c'est carrément honteux, les sommes qui sont dégagées, les salaires qu'on peut voir dans le patronat, mais ça ne donne pas des salaires décents pour les travailleurs, ça ne donne pas des emplois pour ceux qui n'en ont pas ou qui sont dans la précarité. Alors imposer les interdictions des licenciements, nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut qu'il soit fait, parce que c'est vital. On ne vit pas, il y a trop de chômage, il y a trop de jeunes dans la précarité qui n'arrivent même pas à démarrer dans la vie. Je vous vois, et puis on va clore sur le sujet. Interdiction de licenciement, je veux bien pour les licenciements boursiers, je suis d'accord avec toi. Mais pour les toutes petites et moyennes entreprises, on est dans le Bergeracois. Elles souffrent énormément, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir rectifier le tir. C'est pour cela que nous proposons, à notre niveau, la solution suivante, de prendre, pour se faire simple, 0,5% sur toutes les transactions financières, associé à une taxe de 66%, associé à une taxe de 66% sur la spéculation, c'est-à-dire quand quelqu'un joue en bourse, gagne en bourse 100 €, il reverse à l'État 66 2 tiers de ce montant-là. D'accord ? Et à partir de là, on obtient grosso modo, d'après les calculs bas que nous avons fait, 180 milliards d'euros. Ça permet d'avoir une enveloppe pour les services publics, pour les redévelopper, les redynamiser. Et en plus de cette enveloppe, on peut aussi aider, sous contrôle évidemment, les toutes petites et les moyennes entreprises. Monsieur Catus, très rapidement.
Madame, le poumon économique du Bergeracois, c'est les TPE et les petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat. Et il faut effectivement donner de l'oxygène à ces entreprises. C'est elles qui créent de l'emploi. Et effectivement, une mesure comme la création du livret épargne industrie sera une façon de financer aussi ces petites entreprises et de leur permettre non seulement de se maintenir et de se développer. Et en Bergeracois, il faut qu'on insiste là-dessus. C'est le véritable poumon économique. Vous aurez, parce que là on peut jouer au ping-pong pendant longtemps, vous avez 3 minutes à la fin. Alors notez des précisions que vous souhaitez apporter, parce qu'il faut quand même qu'on puisse avancer maintenant sur le deuxième point du débat, donc que va présenter Jean-Louis Bossavi. Oui, en fait, évidemment, aborder la question de la dette, vous avez vu que rapidement, vous êtes venu sur le terrain social, vous êtes venu sur le terrain de l'emploi, ce qui est inévitable, on est venu sur un terrain économique, car que tout ceci, bien sûr, est absolument inséparable. Alors, et également, le thème que je voudrais que l'on aborde maintenant, qui est le thème de la santé. Alors, à propos de la santé, il y a quand même toute une série de questions qui se posent localement, même si les problèmes sont des problèmes nationaux, il y a aussi des particularités locales. Et il est évident que le Bergeracois, par exemple, en ce moment, en ce qui concerne la désertification médicale, est en train de rentrer dans une phase tout à fait inquiétante. Il y a fort longtemps que la plupart des spécialistes ne veulent plus s'installer en zone rurale, c'est évident, mais même dans les petites villes, ils n'y vont pas. En ce qui concerne le secteur de la médecine générale, il est également en crise. Beaucoup de jeunes médecins préfèrent un travail éventuellement de fonctionnaire plutôt qu'autre chose. Bref. Alors j'aurais aimé votre sentiment, de quelle manière essayer de réagir face à cette question-là. Est-ce que vraiment c'est inébranlable? Est-ce qu'on est condamné à voir disparaître les médecins, fermer les hôpitaux, etc. Bref, est-ce qu'on est condamné à être mal soigné dans un pays où, je le rappelle, la population est extraordinairement éclatée sur le territoire, et notamment les personnes âgées sont très éloignées des centres de santé. Et deuxième question, qui n'a rien à voir sans fond, est-ce que vous pensez que la loi Leonetti doit évoluer ou pas? Voilà. Donc je vous laisse la parole. Madame Ruchot, s'il vous plaît. Oui, je voulais dire que ce n'est pas un problème spécifique au Bergeracois, parce que la désertification des médecins, le fait qu'il n'y ait plus, ça touche beaucoup de régions en France. Et ça, je veux dire, c'est pas spécifique, et ça doit être géré en créant des emplois dans le service public de la santé. Parce que qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est qu'au niveau des hôpitaux, au niveau de tous les services publics, c'est une diminution du nombre de salariés. Les infirmières, ça devient la vie impossible dans les hôpitaux. Il faut créer des emplois dans les services publics de la santé. Il faut faire revivre ces hôpitaux. C'est un besoin vital pour les gens. Les médecins, de toute façon, ils s'implantent dans les régions où les gens sont installés, où il y a de la clientèle aussi. Et avec le développement des emplois dans toutes les régions, si on interdit les licenciements, si la vie économique reprend dans les régions, parce que vous avez dit les petits commerçants, mais les petits commerçants, si on n'a pas de travail, ils n'ont pas de travail, les régions, elles meurent comme ça. Mais si nous avions été par exemple à Nice, je ne vous aurais pas posé cette question. Parce que le problème ne se pose pas. En même temps, le problème de la santé, il se pose même quand il y a les structures pour se soigner. Parce que les gens ne peuvent plus accéder aux soins. Combien de personnes n'arrivent plus à se soigner parce qu'ils n'ont pas de... Parce que maintenant, il faut une mutuelle et que les mutuelles sont hors de prix et qu'il faut pouvoir se les payer. Et quand on est quand on est smicard, même la CMU, mais les médecins, quand vous appelez les spécialistes, ils vous demandent si vous êtes à la CMU, et si vous y êtes, ils ne vous prennent pas. Donc ça, c'est anormal. Ça doit être développé, le service public de la santé. C'est des emplois créés partout et dans toutes les régions. Il y a trop de gens qui ne peuvent pas justement avoir accès aux soins. Tout devient basé sur l'argent, sur la richesse d'une personne. On est capable, avec l'évolution scientifique, avec l'évolution des techniques, de traiter tout un tas de maladies comme on n'a jamais été capable, et jamais peu de personnes n'ont eu accès à ces soins. On voit se multiplier les gens qui ne peuvent plus soigner les dents, soigner la vue, qui traînent, qui vont aux urgences justement parce que de toute façon ils ne peuvent pas se payer le médecin. Donc au moins aux urgences,
urgences, il y a une prise en charge et ils savent que même s'il faut attendre une journée, ils seront soignés. Est-ce que vous seriez favorable à une obligation, dans la mesure où les jeunes étudiants ont fait leurs études grâce à une aide de l'État, qu'ils aient une obligation de servir dans telle ou telle région, dans tel ou tel département? Vous savez, dans l'éducation, il y a un nombre de postes répartis par région et il y a des choix qui se font sur les postes qu'il y a de classe. Et pour la médecine, ça pourrait être envisagé, ça pourrait être une décision de l'ensemble de la population de dire la santé, ça doit être géré de telle manière. Et on doit prévoir qu'il y ait des médecins dans toutes les régions de France. Donc vous pensez qu'il faut intervenir, disons, très directement sur l'installation, en tout cas des premières années, dans la vie des médecins. L'ensemble de la population doit pouvoir accéder à un service de santé. Mais sur ma question, là, ce serait quoi? Est-ce qu'il faut vraiment que les jeunes docteurs s'installent obligatoirement tel ou tel endroit? Il faut qu'il y en ait qui s'installent dans toutes les régions, oui. Il faut qu'il y ait un nombre de postes de par un service public de santé, que ça soit... c'est pas forcément un médecin qui gère dans le privé son cabinet, ça peut être un service de santé autre, public, autre que des hôpitaux, avec des postes dans toutes les régions. Bien. Monsieur Albrigo? Concernant la santé, je pense que je suis dans le vrai, je me suis déjà battu. Vous me rappelez, lors des municipales, je portais le projet d'un dispensaire public ou d'une maison de la santé, c'est-à-dire moderne, où on pouvait accueillir les gens qui sont dans d'énormes difficultés, qui ne pouvaient pas se faire traiter. Donc ça incluait des médecins traitants, on va dire, fonctionnaires, avec des infirmières. Et à cela, je voulais mettre un office d'accompagnement et d'orientation d'accompagnement des gens en grande difficulté, c'est-à-dire des gens, par exemple, de la municipalité qui étaient compétents pour suivre le dossier de A à Z des gens en difficulté. Pour moi, la pauvreté actuelle a pour conséquence immédiate, si vous voulez, d'engendrer la difficulté d'accès aux soins. Nous en sommes là. Donc, vraiment un constat dramatique. Alors, pour les hôpitaux, il faut rappeler quand même 1983, un ministre communiste qui était au pouvoir, qui a pris la disposition suivante, il a fait baisser le numéro clausus des infirmières et des médecins. 30 ans ou 40 ans après, nous nous retrouvons avec 120 000 médecins en moins. Donc déjà, il y a là une réponse. On n'aurait jamais dû baisser autant le numéro clausus. En plus, j'ai ma fille qui est infirmière, donc je sais de quoi je parle. Là aussi, au lieu d'avoir par exemple 5 patients en réanimation, ils en ont 7 à 8. Donc c'est scandaleux. Bon voilà, pour vous dire le drame que nous vivons à l'heure actuelle. Voilà. Bon, pour tout ce qui est après, on va dire santé, je vous dis, au niveau local, il faut qu'on crée des maisons de santé publiques avec des médecins salariés, c'est-à-dire fonctionnaires, qui ont une rémunération, je ne sais pas, de 7 500 € par mois, des infirmiers aussi autour, et que les gens qui ont d'énormes difficultés, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, voire légèrement en dessus, consulter, mais gratuitement, être pris en charge. Car cette santé-là, moi, ce que je regardais dans la misère de Bergeracoise et que je vois tous les jours, je vois des gens qui ne se font pas soigner, qui ne peuvent pas avoir accès aux soins, donc ne se font pas soigner. Et quand ils développent des pathologies, ce sont des pathologies oncologiques, cancérologiques, pour faire simple, tu connais très bien le terme, mais bon, il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas. Donc ces pathologies-là coûtent très cher. Après, par la suite, c'est 75 000 € quand on traite un cancer aujourd'hui. Pas de prévention, il n'y a rien fait. Il y a tout à faire. Et quand à l'époque, en 2008, lors des municipales, j'en parlais, Christophe, on se moquait de moi. On me riait au nez. Mais j'avais vu, 4 ou 5 ans bien avant même, le problème se profiler, qui était le problème d'accès aux soins. Monsieur Catus, imaginons un jeune médecin qui va avoir le choix entre une maison médicale à Cannes et une maison médicale à Saint-Pompon. D'après vous, qu'est-ce qu'il va choisir? Voilà, donc j'ai le micro. Oui, vous savez, Saint-Pompon, ça a beaucoup de charme, Saint-Pompon, et puis ça a surtout l'avantage d'être en Bergeracois et une région qui a beaucoup d'atouts. Ceci dit, concernant la santé,
François Hollande l'a dit, il s'agit de réaffirmer le caractère public de l'hôpital. L'hôpital doit être considéré comme un service public et non plus comme une entreprise privée, comme cela l'a été durant de trop longues années, durant 10 ans. Donc ça, c'est un principe fondamental et il faut revenir aux fondamentaux et à l'esprit du programme du Conseil national de la résistance par rapport à cela. Concernant le local, effectivement, il faut lutter contre la désertification médicale. 2 mesures. Une première, législation nationale pour contraindre les médecins à effectivement exercer dans des secteurs ruraux. À un moment donné, s'est posé le problème des pharmacies. On a trouvé des solutions pour les pharmacies. On trouvera aussi des solutions pour les médecins. Et deuxième mesure, cette fois-ci locale, création dans chaque territoire d'une maison rurale de santé pour justement mutualiser les coûts et inciter les médecins à venir. Il en existe quelques-unes. Je parle la communauté de communes du pays de Villambar en a réalisé une. Voilà, la santé est la priorité après l'emploi, la priorité des Bergeracois, et il faut être là-dessus, répondre à cela, parce que c'est pour les gens très important. Oui, je voulais quand même une précision où j'ai mal écouté. Vous avez dit, bon, faire venir sur le territoire des médecins. Le problème, c'est en fait le problème. Pourquoi les médecins ne viennent pas? Alors, voilà. Peut-être on reprendra le débat parce que je crois qu'on risque d'y passer un certain temps. Non, pas encore, mais... Alors très rapidement, ouais. Oui. Mais il faut trouver au niveau, et c'est le rôle des députés, au niveau législation, à ce moment-là, trouver un mécanisme incitatif, voire plus, pour contraindre les médecins, et pourquoi pas les jeunes médecins, à venir dans les territoires ruraux. Et peut-être bien que même ils y resteront. Mais c'est la question que j'avais posée tout à l'heure, sur laquelle je n'ai toujours pas une très bonne réponse. Et on a un début de réponse. Monsieur Catus, si vous permettez, là, parce que c'est intéressant. Ça. Vous dites c'est aux députés de, mais demain vous serez peut-être député. Alors qu'est-ce que vous allez proposer à l'Assemblée nationale? Alors on va proposer à l'Assemblée nationale une mesure qui effectivement, alors tout ça il faut tenir en compte la concertation. Hein, ça se décidera pas comme ça. Il y a avec les organisations syndicales, avec les organisations professionnelles, mais on peut très bien imaginer un système pour que les jeunes médecins, il y ait une partie des études payées et en échange, ces médecins sont contraints d'exercer dans certaines régions qui sont en manque de praticiens. Voilà une idée toute simple qui pourrait être mise en œuvre, mais bien sûr, là aussi, comme partout, dans la concertation. Bien, alors il y avait une question subsidiaire que j'ai portée tout à l'heure, qui portait sur la loi Leonetti. Est-ce qu'il faut la faire évoluer ou pas? J'ai cru comprendre que, en tout cas, la candidate de Lutte ouvrière était très réservée sur cette affaire de l'euthanasie et de la loi Leonetti. Est-ce que c'est une position de Lutte ouvrière ou est-ce que c'était une position personnelle de la candidate? Était réservée sur l'euthanasie? Oui. Je n'ai pas parlé de l'euthanasie. Non. La candidate de Lutte ouvrière aux élections présidentielles, excusez-moi, je sais qu'avec Lutte ouvrière, il faut être extrêmement précis. Je rectifie. Bah écoutez, concernant l'euthanasie, de toute façon, déjà, il faudrait que les gens puissent vieillir dignement, dans de bonnes conditions, puis qu'il puisse y avoir des soins et des maisons de retraite dignes de ce nom et pas des mouroirs où les gens, la souffrance du coup peut être atténuée, parce que le choix des fois d'en finir, c'est aussi les conditions de vie et de fin de vie qui sont insupportables. Et je pense que ça aussi, ça fait partie d'un tout dans la société, d'organiser les choses de manière à ce qu'il y ait les services publics qui répondent à des besoins de soins et d'apport de bien-être en fin de vie pour aider les personnes à finir dignement leur vie. Mais si vous étiez souffrance. élu à l'Assemblée et que vous deviez vous prononcer là-dessus, est-ce que vous seriez favorable ou pas? On est lucide déjà, on sait qu'on ne sera pas élu à l'Assemblée. Et le fait est que...
Alors, faut pas vous présenter. Et le fait est que, nous, vous savez, c'est un programme. Cette société, dans ce système capitaliste, bien sûr qu'il y a des tas de choses à revoir. Et je pense que ça pourrait être vu de manière collective, avec du bon sens, en voyant ce qui est le mieux pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des travailleurs. Il y a des tas de choses à changer dans cette société. Et dans une société capitaliste où tout est basé pour l'argent, c'est vrai qu'il y a des tas d'autres problèmes parallèles qui se posent, de soins, de vieillesse, de handicap, de maladie. Et oui, parce que quand tout se base sur le profit, la vie des gens, ça passe derrière. C'est pas une priorité, on le voit. Vous ne pensez pas que la solitude de l'être humain par rapport à la mort est quelque chose qui a une vision marxiste? La solitude, mais non. Vis-à-vis de la mort. C'est-à-dire l'homme face à lui-même. Ça se résout collectivement, ça? Mais l'homme face à lui-même, quand de toute façon on est toujours tout seul face à ses problèmes, mais le fait est qu'il y a des tas de choses qui peuvent être gérées collectivement et que le vieillissement dans la société capitaliste actuelle, mais c'est une calamité. Monsieur Adrigo, sur le même... C'est très clair, moi je suis pour la pratique de l'euthanasie quand c'est justifié et nécessaire, donc il faut prendre des dispositions législatives par rapport à cet état de fait, d'autant que j'ai une grand-mère à 5 ans et demi, qui a vécu longuement, on a interrompu donc, les traitements à ma demande, donc ça a été fait de façon insidieuse, la loi aurait pu nous frapper ainsi que le médecin qui l'a fait, voilà, donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les mouroirs, et puis il faut laisser le choix aux gens de partir dignement. Et ça, là, toute notre société civile, dans l'ensemble, vous pensez qu'il y a un peu d'hypocrisie dans le comportement? Énormément d'hypocrisie. Moi, le premier, une personne qui est en fin de vie, et puis c'est quoi le départ, à un moment donné, quand on a un certain âge, quand on a vécu tout, quand on est dans une situation, on n'est plus qu'une plante, tout simplement. Voilà, c'est quoi? Grosso modo, c'est une anesthésie générale, et d'une anesthésie générale, et qui n'a pas eu d'anesthésie générale autour de la table, on ne se souvient plus ce qui s'est passé. Donc la mort, c'est un peu ça quelque part. Il faut l'aborder différemment peut-être aussi, surtout quand on a un certain âge. Autant c'est difficile quand c'est un gamin, ou une personne d'un âge pas très avancé. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, il faut se souvenir aussi que nous allons inverser la courbe. Vu que les gens ne peuvent plus se faire soigner correctement, nous allons passer, le vieillissement va être moins conséquent, donc on va voir la moyenne d'âge en France risque, dans les 10 années à venir, un peu comme aux États-Unis, baisser, c'est-à-dire les gens, au lieu de décéder autour de 80 et quelques années, décéderont autour de 78 ans. Voilà. Monsieur Catus? Oui, très simplement, là aussi, il y a eu des engagements de prix par la part de François Hollande concernant une évolution effectivement de cette loi et qui, selon des critères bien précis, qui seront définis en concertation là aussi avec les différents partenaires. Effectivement, il s'est engagé sur une évolution de la loi. C'est un sujet très lourd pour notre société qui mérite beaucoup de réflexion et beaucoup là aussi de discussion et de concertation. Bon, notre thème suivant est un thème essentiellement d'ordre économique. Donc voilà, il s'agit ici de rentrer dans le dur des questions d'emploi, de désindustrialisation, tous les problèmes très graves que connaît le Bergeracois depuis un certain nombre d'années. Je sais bien que ça n'est pas particulier au Bergeracois, néanmoins, les gens qui vont voter, ceux qu'ils ont en tête, ce sont ces problèmes-là, c'est l'usine dans laquelle ils rentrent et dans laquelle ils ne pourront plus aller, etc. etc. C'est l'accompagnement, c'est la formation, c'est tout ce qui, évidemment, tourne autour de tout ça. Alors, si vous deviez être à l'Assemblée nationale, quelle serait la loi, les lois, quels seraient les textes, quelle serait votre volonté pour non pas trouver une solution, parce qu'on sait très bien que la solution, elle ne va pas être magique en l'espace de quelques semaines, mais qu'est-ce qui permettrait d'avancer, de commencer à remédier à ce type de situation qui est visiblement, qui n'est pas brillante. Voilà, donc je vous laisse la parole. Oui. Vous voulez commencer? Allez-y. Moi, je pense que justement, quand on parle des entreprises et de l'emploi, la première mesure et la mesure vitale, je reviens là-dessus, c'est l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire. Parce que oui, peut-être, dans le Bergeracois, il n'y a plus, parce qu'il y en a eu, de grosses entreprises.
Il n'empêche que bien souvent, c'est des PME qui sont dépendantes de gros groupes industriels ou des filiales de gros groupes industriels qui brassent des milliards. Interspray du groupe Fareva, c'est pas une petite entreprise, hein. C'est pas une entreprise qui est au bord de la faillite. Hein. Et pourtant, ils ont supprimé 50 emplois. Il y a 50 emplois de supprimés sur Bergerac. Donc tout ça, quand on dit qu'il faut interdire les licenciements, c'est pour toutes ces raisons. C'est parce que de l'argent, il y en a, et que bien souvent, les PME, où elles sont sous-traitantes, où elles sont fournisseurs de ces gros groupes industriels, et donc c'est sur les profits de ces gros groupes industriels que doit être pris pour maintenir les emplois également dans les petites et moyennes entreprises. Quant aux artisans et aux petits commerçants, mais leur sort il est lié au nôtre, on n'a pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'on dit l'interdiction des licenciements, ça relance aussi pour les petits commerçants et pour les artisans, ça relance une consommation parce que leur sort est lié au nôtre. Et ils sont liés bien souvent, même dans les petits agriculteurs, à la bonne volonté des banques, qui n'en ont pas beaucoup en ce moment. Hein. C'est d'ailleurs sur ce point de vue que beaucoup mettent en avant justement qu'ils n'arrivent pas à avoir les fonds pour faire marcher leur entreprise, mais c'est aussi qu'ils sont à la merci des gros trusts de l'agroalimentaire, ils sont à la merci de la grande distribution qui fait... Tout ça c'est des gros groupes, hein, c'est des groupes qui font des milliards de profits. Donc, en gros, qu'on soit petit agriculteur, commerçant, artisan ou travailleur, en face de nous, on a des gros capitalistes et qui ne pensent qu'à leur profit, à leur enrichissement personnel, aux dépens de nos vies à tous. Monsieur Catuus ? Oui, je ne pense pas que effectivement l'interdiction des licenciements généralisés soit une solution. Effectivement, autant on a parlé tout à l'heure de pénaliser les licenciements boursiers et ça fera l'objet d'une proposition de loi, d'un projet de loi du gouvernement, mais autant l'interdiction généralisée ne me semble pas opportune. Concernant le Bergeracois, c'est un sujet très vaste, je vais essayer d'aller très vite. Oui, il faut aller vite si on va aborder d'autres questions. Nous sommes là pour décliner, nous présentons au Bergeracois pour décliner localement la politique de François Hollande. Et nous pensons effectivement que la politique du nouveau gouvernement, que ce soit par le pouvoir d'achat, que ce soit par le livret épargne industrie, par la Banque publique d'investissement, par l'aide à la recherche et au développement, par le soutien public aux énergies renouvelables, va créer de l'activité et des emplois en Bergeracois. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une autre mesure extrêmement forte sur le Bergeracois, c'est le développement de la formation professionnelle. Nous souhaitons faire du Bergeracois un territoire référent en formation professionnelle parce qu'on ne peut accueillir des entreprises que si celles-ci trouvent un environnement favorable et des salariés locaux qualifiés pour cela. Beaucoup de formations professionnelles existent déjà en termes de fruits et légumes, en termes d'agroalimentaire, en termes d'agriculture, en termes industriels aussi, en termes médico-social aussi, notamment avec Jean de Bost. Mais tout ça, il faut le développer et tout ça sera enrichi par le futur lycée des métiers sous l'impulsion du Conseil régional d'Aquitaine. Donc il faut adapter la carte de la formation professionnelle aux demandes des entreprises et de l'activité économique de notre secteur. C'est une condition essentielle pour développer l'économie et développer l'emploi. Il faut faire le pari de l'excellence et de l'innovation sur notre territoire. Si c'est nécessaire, hein, monsieur Albrigo, je crois que vous avez... il y a une question que j'aurais aimé savoir, mais c'est par rapport à l'apprentissage. Vous avez parlé formation professionnelle. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre, vous, monsieur Albrigo, puisque c'était votre tour, que la place de l'apprentissage, formation professionnelle? Non, j'aurais voulu répondre par rapport répondez. Par rapport à la réalité de certaines choses. Pour dire que Bergerac, quand même, 2011, auprès de la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie, j'ai noté que leur chiffre, 40 suppressions d'entreprises qui ont été créées au bout de 18 mois, s'écroule. Donc ça veut dire quelque part, comme je parlais tout à l'heure, la mise en place donc, de cette fameuse enveloppe, par le prélèvement de 0,5% plus de la taxation, on va dire, des revenus boursiers et tout, de cette fameuse enveloppe peut aider à vraiment trouver la possibilité, à offrir des possibilités de travail, parce que le problème aujourd'hui, c'est vrai, les gens se retrouvent au chômage, et une fois qu'ils sont au chômage, ils ont l'échéance de la maison à payer, ils ont plein de trucs, et ils plongent après dans une misère noire. C'est vrai que le système en est la responsabilité. Mais aujourd'hui, je pense qu'avant l'interdiction de licenciement, moi, des licenciements boursiers, je suis
100% d'accord avec vous, mais sur des petites et moyennes entreprises, l'interdiction, ça peut générer encore plus de problèmes. D'accord, compris. Bien, on passe au point suivant. Oui. Jean-Louis. Voilà. Alors, on souhaitait vous interroger sur un autre sujet, qui est celui de la justice. À l'évidence, personne n'est content de la justice. Mais c'est une thématique tellement compliquée qu'on peut effectivement, rien que pour ça, en avoir cette mauvaise opinion. Si demain vous étiez élu, quelle est la première disposition, je dis bien la première, hein, et puis éviter les grands discours par rapport à la justice, etc. Qu'est-ce qui vous semble dans le domaine du fonctionnement de la justice la priorité, la première chose qu'il faut faire? De toute façon, allez, monsieur. Allez, oui, tout simplement, en tant que député, si je suis élu, la première des propositions que je ferai pour la justice, c'est l'indépendance complète de la justice. Ce que préconise M. Hollande. Et je pense que le nouveau président le fera. Voilà. D'accord. Pareil. La même chose, je trouve en M. Albrigo. Donc ce qui veut dire que les... D'accord. C'est ce qui... Par contre, si on considère qu'il y a trois pouvoirs, un législatif, un exécutif et un judiciaire, la présence d'un ministre de la Justice au sein de l'exécutif n'est pas quelque chose de choquant a priori? L'idée est la suivante, c'est qu'il faut effectivement assurer le rôle de continuité de l'État, mais des services, mais il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ces instructions particulières qui, on le voit bien avec le quinquennat sortant, est une règle complètement bafouée. On l'a vu avec de nombreuses affaires, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc Lionel Jospin avait montré la voie en 1997 et il faut ce coup-ci maintenir ça a été remis en cause par la droite, il faut le remettre au cœur de la justice, il faut une justice complètement indépendante. Madame, un commentaire sur la justice déjà. Non, si vous êtes d'accord avec vous. Ah non, je ne suis pas spécialement d'accord. Ah bon, vous n'êtes pas d'accord? Pas d'accord, c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que la préoccupation dans le système actuel, c'est que la justice, elle est quand même bien à deux vitesses, parce qu'on voit dans le monde des affaires tous ces détournements, toutes ces magouilles, toutes ces sommes qui sont avec une impunité dans les hauts milieux, mais c'est indécent. Une personne, nous, on n'attend pas 10 ans, une mère de famille qui, pour nourrir ses enfants, va voler dans un supermarché, c'est la peine directe. Alors que pour le milieu des affaires, pour les grandes personnalités, les politiques, on voit souvent des affaires qui traînent en longueur et des gens qui reviennent sur le devant de la scène avec... Et ça n'a rien à voir avec l'indépendance de la justice, ce que vous dites là. Si, ah ben voilà, c'est tout. C'est la justice, elle doit... Nous, on est communistes révolutionnaires, on pense que cette société, il faut la changer. Donc la justice, elle sera faite par l'ensemble du monde du travail, par l'ensemble de la population. Elle ne sera pas aux mains d'une poignée de personnes qui peuvent décider... D'accord, mais avant d'en arriver là, il faudra bien quand même trouver des solutions intermédiaires. Avant, il faudra des luttes. Les solutions intermédiaires... écoute, je suis désolé, on a l'évolution... Mais les gens n'attendent pas, nous on a des solutions intermédiaires, mais vous croyez que les gens... L'urgence, c'est maintenant pour la majorité de la population. Je suis bien passé pour savoir. J'ai donné déjà au niveau de la justice. Alors, je sais qu'elle est à 2-3 vitesses. Voilà. Oui. Donc c'est pour cela que déjà l'indépendance donne une certaine garantie. Moi, j'aurais bien vu comme ministre de la Justice Eva Joly, parce que c'est une personne intègre. On ne peut pas lui reprocher. Elle a mis le nez dans certains dossiers. Elle a dérangé même pendant la campagne électorale. Elle a dérangé parce que c'est une personne qui avait mis son nez où il ne fallait pas. Donc là, non, ma question était simplement sur la présence du pouvoir judiciaire au sein du pouvoir exécutif. Pour moi, ça n'est pas un respect, la séparation des pouvoirs. Mais bon, voilà, c'est tout. On ne va pas en faire un fromage. Il n'y a pas photo. Alors, dernier thème. Comme vous l'envisagez, est-ce que vous pensez qu'il serait utile, parce qu'il en a été pas mal question pendant la campagne électorale, la campagne présidentielle, de toucher ou non à la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État? Bref, quelle est votre réflexion sur la laïcité? Est-ce que vous pensez qu'il y a un consensus là-dessus? Est-ce que la loi telle qu'elle existe, on la conserve telle qu'elle est? Ou bien est-ce qu'on lui apporte un certain nombre d'aménagements ou de toilettage, comme certains voudraient le faire? Voilà. Monsieur Cadius?
Je crois qu'il faut insister à tout moment, parce que c'est une valeur fondamentale de notre société, sur la laïcité. Je veux dire, il faut rappeler cette valeur tout le temps. Il faut qu'on l'ait dans la tête à chaque action. Et pour nous, effectivement, la laïcité, au même titre que l'égalité, que la liberté, c'est vraiment un principe fondamental de notre identité et qui doit rester, qui doit prévaloir sur tout dans notre société. Alors effectivement, il y avait une proposition de François Hollande d'inscrire la laïcité dans notre Constitution. Effectivement, j'ai entendu parler Monsieur Hérault par le Premier ministre par rapport à cette proposition. Je pense que plus que jamais la laïcité est d'actualité et plus que jamais il faut en parler et notamment en parler à nos jeunes. C'est-à-dire que vous pensez que en l'inscrivant dans la Constitution, on ne court pas le risque de pérenniser les positions particulières du Concordat concernant l'Alsace-Moselle? Oui, effectivement, c'est une question qui mériterait effectivement d'être posée sur la table par rapport à ça. Donc là aussi, c'est une question peut-être qui peut aussi trouver une solution en discutant et dans et vous, à titre personnel, vous avez une réflexion là-dessus? Mais il faudrait moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau de la laïcité, il faut être intransigeant par rapport à ça. Et c'est un principe qui doit prévaloir partout. Alors effectivement, on a un héritage historique avec ce concordat. Voilà, il y a les lois de Bré aussi concernant l'enseignement, effectivement. Les accords Kouchner. Il y a plein de choses. Mais donc il faut aussi tenir compte de notre héritage. Mais la laïcité est un principe qui doit valoir sur tout le reste. Monsieur Albrigo. La laïcité, pour moi, en 1905, c'est important. Mais je pense que cette loi de laïcité en 1905, il faut y redonner un peu de ferveur, car j'ai l'impression qu'elle est bafouée. Et moi, tout ce qui est religion, on va dire, extrême, ayatollah, un peu, de quelque bord qu'il soit, au niveau religieux, il y a toujours des dangers, sachant que moi, je vois qu'on est en train de revenir sur certaines choses, ainsi de suite. Bon, on revient sur, il y a des noyaux qui se forment contre les interruptions de grossesse. On commence, c'est comme là, l'Église à un moment donné, quand l'Église a pris la position de dire non, niet au préservatif, pour moi, c'est considéré comme un crime contre l'humanité. Parce que qu'un pape se permet de dire à certains pays pas de préservatif, il a pratiqué ce jour-là par rapport à HIV et tout, vous voyez, je vais en venir, pour moi c'est un crime contre l'humanité. Il aurait dû être jugé, ce pape-là, pour crime contre l'humanité. C'est vrai que, alors la laïcité, moi, je suis un fervent partisan. Alors 1905, pour le remettre en couleur. Sandrine Ruchot, vous mettez en couleur aussi? On est, comme je redis, communiste forcément, la laïcité. Nous, ça représente quelque chose. La religion, c'est un moyen d'oppression aussi, c'est un moyen d'oppression de la population. Et par rapport surtout, comme vous l'avez dit, sur les interruptions volontaires de grossesse, on voit qu'il y a aussi toutes les religions, quelque part, tentent de faire reculer dans la société. C'est pas un progrès d'aller vers... les religions, j'ai pas... Bien. Je pense que si vous étiez élu à l'Assemblée nationale, vous seriez très malheureuse. Je sais surtout que c'est pas là qu'on fera changer les choses. Oui, et c'est pas, même avec un élu LO à l'Assemblée nationale, ça suffira pas pour faire changer la société, ça c'est clair. Très bien. Et on ne compte pas là-dessus d'ailleurs. Bien, mais nous ne sommes pas loin donc d'arriver à la fin de cette émission. Donc c'est maintenant le temps des 3 minutes qui vous est pas imparti, qu'on vous donne, que vous utilisez comme bon vous semble. Voilà, que vous prenez. 3 minutes, vous restez long quand même. Hein. Ouais, donc je peux commencer. Non, parce qu'il y a un ordre. Non, c'est bon. Non, c'est bon, là, ça va. C'est ça, d'accord. Il y a un désordre déjà. Oui, voilà. Bon, voilà, 3 minutes pour vous. Voilà, alors le 10 juin, nous comptons sur votre soutien, c'est-à-dire le vote et le soutien des citoyens bergeracois. Le résultat qui sera obtenu lors du premier tour amènera à court terme une mobilisation nationale
c'est le seul moyen, seule solution pour ouvrir la porte au mieux vivre. Voilà. Donc que les gens votent, quand ils voteront Albrigo et Martine Jourdain, leur vote ne sera pas dévoilé. Et je veux terminer par un communiqué, entre guillemets, et voilà, il est manquant, c'est M. Armand Caron. Alors je lui fais passer ce communiqué-là. Cher Armand Caron, je suis surpris de ton absence à cette émission et je trouve cela fort dommage. Mais je profite de cette émission pour te dire qu'il est nécessaire de demander à tes hommes de main et de terrain, entre parenthèses, de calmer le jeu. Je m'en explique. Je trouve déplorable leur comportement, menaces gratuites, attitude insolente, et le manque de minimum de respect vis-à-vis de ma candidature qui dérange certes, je sais bien. Que doit-on dire de toutes ces incivilités commises par les équipes qui travaillent pour toi? Voilà, ça c'est important. Trouves-tu normal, Armand, que je me fasse traiter par tes équipes de connards dès que je tourne le dos? Ce fut encore le cas hier à la Madeleine. Et lors de l'inauguration de la Foire Exposition. Trouves-tu normal, Armand, de coller sur les murs et portes d'un cimetière ou encore sur l'ensemble des panneaux électoraux? À ce sujet, certains candidats autres que moi ont pris des photos. Comment veux-tu, Armand, avec de telles pratiques, qu'au second tour, je fasse le choix de t'envoyer représenter au Parlement la gauche bergeracoise? J'espère que l'excellent institut que tu fus fera le nécessaire afin de calmer des troupes qui t'échappent. Avec cette attitude répétée, nous ne pouvons plus dire qu'aujourd'hui, que seul le Front National a le monopole de la haine. Merci de ta future et bienveillante attention à ce communiqué. Une petite contradiction, vous nous avez dit au début que vous ne vouliez pas vous prononcer sur le second tour. Vous dites quand même là que vous ne voterez pas pour M. Zaccaron si le second tour. Dans le cas où. Ben voilà, non mais c'est une contradiction qui m'a apparu comme ça. Oui, bon, je pense qu'à un moment donné, c'est possible. Oui, nous tenons à rappeler que les revendications de notre programme, c'est un programme de lutte déjà, nous sommes communistes révolutionnaires, et ce qui est vital pour l'ensemble du monde du travail, c'est l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. C'est aussi l'indexation des salaires sur les hausses de prix réelles, parce que pour la majorité de la population, en gros, ne pas avoir d'augmentation, c'est une baisse continuelle du pouvoir d'achat. Et c'est aussi de pouvoir que les travailleurs aient un contrôle sur les comptes des grandes entreprises et des banques, parce qu'on verrait que dans beaucoup de cas, les soi-disant faillites et les soi-disant problèmes économiques, ils n'y sont pas, et que des filiales qui se mettent en faillite tiennent souvent à des gros groupes qui ont des milliards et qui auraient moyen de maintenir les emplois. Donc voilà, et nous appelons l'ensemble des travailleurs, jeunes ou moins jeunes, les chômeurs, les retraités, l'ensemble du monde du travail, qui sont conscients que c'est pas par les urnes que ça passera ces changements, qu'il faudra l'imposer par des luttes. Et nous les appelons à voter pour les candidats de lutte ouvrière. Parce qu'il faut absolument que les travailleurs reprennent le chemin des luttes collectives, qu'on soit du public, du privé ou au chômage, aux retraités. On a des besoins qui sont les mêmes que des grands patrons. Ils n'ont pas plus de besoins que nous pour vivre. Et nous faisons fonctionner l'ensemble de la société, nous, le monde du travail. Donc nous sommes capables de gérer cette société autrement qu'elle est gérée actuellement, où tout est basé sur le profit et l'enrichissement d'une poignée de personnes et l'exploitation du reste du monde du travail. Est-ce que caricaturalement, vous diriez Sarkozy-Hollande, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc? C'est pas la même chose. Sans développer, voilà. Oui, c'est pas la même chose parce que l'arrogance de la droite. Mais on n'a pas d'illusion dans la politique de Hollande, et même s'il avait la volonté réelle de changer les choses, c'est les conseils d'administration, c'est les grandes banques qui imposent la politique au gouvernement dans ce système actuel. Très bien. Je pense que M. Catus va vous dire le contraire. Voilà. Je voudrais déjà dire de façon très simple, mais concernant le communiqué que vient de lire M. Albrigo, je ne partage pas du tout, et non seulement la forme et le contenu, et que cela n'engage bien sûr que lui, mais ça je tenais à vous le dire. Concernant plus globalement, effectivement, il y a eu un espoir qui a été levé le 6 mai dernier avec l'élection de François Hollande, et cet espoir, il faut aujourd'hui lui donner une
majorité. Et il faut aujourd'hui donner une majorité au changement. Et cela passe par l'élection d'une majorité présidentielle solide, cohérente, claire, de soutien au gouvernement et à François Hollande. Brigitte Allain et moi-même, nous sommes les représentants locaux de cette majorité présidentielle. Nous voulons, à travers notre candidature, relayer la nouvelle politique dans le Bergeracois au travers de multiples mesures que nous avons détaillées dans notre programme et dont j'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure. Donc nous faisons confiance aux Bergeracois pour choisir notre candidature, qui est non seulement une candidature, qui est non seulement le fruit d'un partenariat politique, qui est le fruit d'une démarche collective et qui s'inscrit dans une stratégie nationale, donner une majorité au changement et bâtir une majorité présidentielle autour de François Hollande. Merci Monsieur Catus, merci donc aux candidats à cette élection législative pour leur participation et merci aussi à ceux qui nous ont suivis, aux internautes qui nous ont suivis sur canalpourpre.fr. Au revoir. Au revoir.